Les sirènes résonnaient encore lorsque Camille Dubois vit le sang ruisseler sur le trottoir mouillé, se mêlant à l'eau de la pluie torrentielle qui s'abattait sur Paris en ce matin d'octobre. L'homme étendu par terre avait le visage pâle et une plaie ouverte à la tempe qui nécessitait des soins immédiats. Sans hésiter, elle déchira un morceau de sa propre manche d'uniforme et improvisa un pansement, pressant fermement, tout en appelant les urgences de sa main libre. « Respire avec moi », murmura-t-elle à l'inconnu qui gémissait de douleur. « Tout va bien se passer. » La montre à son poignet bon marché affichait 8h47 et elle savait qu'elle était déjà perdue. Un troisième retard dans le mois signifiait un licenciement certain. Mais à ce moment précis, avec la vie de quelqu'un entre ses mains, son emploi au groupe Deschamps semblait moins important que la respiration haletante de l'homme qui luttait pour garder les yeux ouverts. L'ambulance mit 7 minutes qui parurent une éternité pour arriver. Camille ne lâcha sa main que lorsque les ambulanciers prirent le relais, disparaissant dans la foule avant que quiconque ne lui demande ses coordonnées. Elle courut à travers les rues inondées comme elle n'avait jamais couru auparavant, ses chaussures détruites éclaboussant de l'eau à chaque pas, son uniforme collé au corps, tremblante de froid et d'adrénaline. L'immeuble de verre du groupe Deschamps apparut, imposant, sur le boulevard Haussmann, ses 30 étages perçant le ciel gris. Le gardien de la réception, M. Gérard, la regarda avec pitié lorsqu'elle passa ruisselante dans le hall de marbre importé. Tous savaient ce que signifiait arriver en retard à l'ère du directeur Marc Lefebvre. L'ascenseur monta lentement jusqu'au 8e étage. Chaque seconde, un supplice. Camille tentait de répéter une explication, mais elle savait que ce serait inutile. Marc prenait un plaisir particulier à humilier les employées administratives, surtout celles qui venaient de Saint-Denis en bus bondé chaque matin. Lorsque les portes s'ouvrirent, il était déjà là, appuyé sur son bureau, comme un vautour attendant sa proie. Sa Rolex au poignet brillait sous la lumière froide des LED. « Dubois », dit-il, savourant chaque syllabe. « 3e fois ce mois-ci. Vous savez ce que ça signifie ? La salle de verre où se tenaient les réunions d'alignement était connue de tous comme la salle de la guillotine. » Marc referma la porte avec une force inutile et jeta la lettre de licenciement sur la table. « J'ai sauvé un homme dans la rue », tenta d'expliquer Camille, la voix tremblante. « Il saignait, je ne pouvais pas. » Marc rit, un son sec et cruel. « Toujours une excuse créative, n'est-ce pas ? Hier, c'était le bus en panne. Avant-hier, votre fille malade. Maintenant, vous êtes devenue une héroïne ?» Il s'approcha, son parfum cher mêlé au café. « Savez-vous ce que M. Étienne Moreau déteste le plus ? Les employés qui ne respectent pas les horaires. Et vous, ma chère, venez de signer votre arrêt de mort. » Camille saisit le stylo, la main tremblante, songeant à Léonie, fiévreuse à la maison, aux factures impayées, au loyer dû dans 3 jours. 1350 € par mois. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était tout. La porte s'ouvrit avec violence, claquant contre le mur. Étienne Moreau entra, son costume Armani détrempé, un pansement improvisé en tissu bleu, un morceau d'uniforme, toujours collé à sa tempe. Le monde sembla s'arrêter. C'était lui. C'était l'homme du trottoir. Ses yeux, auparavant voilés par la douleur, étaient maintenant vifs et fixés sur elle. « Monsieur Moreau », bégaya Marc Lefebvre, le visage livide. « Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. » Étienne ignora complètement le directeur, ses yeux ne quittant jamais Camille. Il arracha le document des mains de Marc, et sans un mot, le déchira en minuscules morceaux qui tombèrent comme des confettis sur le tapis coûteux. « Marc, dit-il enfin, la voix basse mais empreinte d'autorité. Mon bureau, maintenant. » Puis il se tourna vers Camille. « Madame Dubois, attendez ici. Je reviens dans 5 minutes. » Ce qu'il ignorait, c'est que ces 5 minutes changeraient 2 vies pour toujours. Camille Dubois n'était pas née pour la pauvreté, mais la vie avait d'autres projets. Fille d'un comptable honnête et d'une institutrice dévouée, elle avait grandi dans une maison modeste, mais remplie de livres, à Montreuil. Son père était décédé
quand elle avait 16 ans. Une crise cardiaque foudroyante en pleine vérification comptable, laissant derrière lui des dettes dont ils ignoraient l'existence. Sa mère avait lutté 3 années de plus contre un cancer dévastateur avant de partir, elle aussi. Les économies familiales épuisées par l'écrêtement. À 19 ans, Camille se retrouva seule, enceinte d'un petit ami qui s'était évanoui dans la nature en apprenant la nouvelle, avec seulement son baccalauréat en poche et une détermination farouche à survivre. Léonie était née par une froide nuit de juillet à l'hôpital Saint-Louis. 3 kilos d'espoir au milieu du chaos. Camille avait travaillé à tout ce qui se présentait. Caissière de supermarché, serveuse, femme de ménage. Avant d'obtenir ce poste au groupe Deschamps, il y a 2 ans. Le salaire couvrait à peine le minimum vital, mais elle économisait chaque centime possible pour le rêve de voir Léonie à l'université un jour. Elle vivait dans un appartement d'une pièce à Saint-Denis, à 40 minutes en transport en commun du centre de Paris, où l'humidité sur les murs rivalisait avec les dessins colorés que Léonie créait pour égayer l'endroit. À l'autre bout de la ville, dans un penthouse de 2,5 millions d'euros situé dans le 8e arrondissement, Étienne Moreau observait la pluie tomber sur Paris à travers ses baies vitrées. À 42 ans, il dirigeait un empire du bâtiment évalué à 400 millions d'euros. Mais l'argent n'achetait pas ce qu'il désirait le plus. Retrouver Annelise et Juliette. 3 ans auparavant, alors qu'il revenait de Nice, un camion incontrôlable sur l'A7, autoroute du Soleil, avait tout changé. Il avait survécu, portant des cicatrices sur le corps et dans l'âme. Son épouse et sa fille de 8 ans, non. Depuis lors, Étienne était devenu une machine de travail. Il arrivait à 6 heures du matin, repartait après minuit. Ses employés le craignaient et le respectaient à parts égales. Marc Lefebvre, son directeur des ressources humaines, prospérait dans cet environnement de peur, utilisant le nom de son chef comme bouclier pour ses petits jeux de pouvoir. Étienne le savait, mais il s'en moquait. Rien n'avait d'importance depuis cette nuit sur la route. Le matin de l'accident avait été une rupture dans sa routine. Étienne avait décidé de se rendre à pied au bureau, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. La pluie avait commencé soudainement, transformant les trottoirs en pièges. Lorsqu'il avait glissé près du parc Monceau, heurtant violemment sa tête sur le trottoir, l'ironie ne lui avait pas échappé. Il avait survécu à un accident qui avait coûté la vie à sa famille pour peut-être mourir sur un trottoir mouillé. Alors, elle était apparue. Des cheveux noirs collés à son visage, des mains fermes malgré les tremblements, une voix calme disant que tout irait bien. Pendant un instant, à travers le brouillard de la douleur, il avait cru voir Annelise. Le pansement improvisé qu'elle avait fait l'avait sauvée d'une grave hémorragie, avaient dit les médecins par la suite. Mais Étienne les avait à peine entendus, l'esprit fixé sur la femme qui avait disparu avant qu'il ne puisse la remercier. Il était retourné au bureau contre avis médical, déterminé à découvrir qui elle était. Quand il avait vu l'uniforme bleu à travers la paroi vitrée de la salle de réunion, quand il avait reconnu la déchirure sur la manche d'où elle avait pris le tissu pour son pansement, quelque chose s'était éveillé en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis 3 ans. Marc sortit du bureau du président 20 minutes plus tard, le visage rouge, les mains tremblantes. Il passa devant Camille sans dire un mot, son regard un mélange de rage et de peur. Étienne apparut à la porte, le pansement désormais professionnel, mais toujours visible. « Madame Dubois, » dit-il avec une gentillesse qu'elle n'attendait pas. « Pouvons-nous parler ?» L'ascenseur monta jusqu'au 30e étage dans le silence. Lorsque les portes s'ouvrirent, Camille retint son souffle. Le bureau présidentiel était plus grand que son appartement tout entier. Étienne servit du café dans des tasses en porcelaine qui valaient probablement son salaire mensuel. Ses mains ne tremblaient pas. Mais Camille remarqua quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité soigneusement dissimulée derrière des années d'armure émotionnelle. « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui, » commença-t-il, s'asseyant non pas derrière l'imposant bureau, mais dans le fauteuil à côté d'elle. « Les médecins ont dit que quelques minutes de plus et... » Il s'interrompit,
ravalant ses mots. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, » répondit Camille, mal à l'aise face à sa proximité et à l'intensité de son regard. « Non, » Étienne secoua la tête. « J'ai vérifié les caméras de sécurité de la rue. 17 personnes sont passées devant moi avant que vous ne vous arrêtiez. 17. » Le silence pesa entre eux avant qu'il ne continue. « J'ai aussi vérifié votre dossier. 2 ans dans l'entreprise, aucune absence injustifiée jusqu'à ce mois-ci. Marc avait 3 de vos avertissements, tous pour les mêmes raisons. Vous avez aidé une collègue souffrante, êtes resté après les heures pour terminer le travail d'une personne malade, avez cédé votre ticket restaurant au gardien qui n'avait pas d'argent. » Camille rougit. Elle ne savait pas que ces choses étaient enregistrées. Étienne se leva, marchant jusqu'à la fenêtre panoramique. « J'ai perdu ma femme et ma fille il y a 3 ans, » dit-il soudain, les mots sortant comme arrachés de force. « Depuis lors, je viens au travail, rentre chez moi, répète. Aujourd'hui, alors que j'étais étendu sur ce trottoir, pensant que c'était peut-être ma fin, je n'ai pu penser à rien d'autre qu'à la façon dont j'avais gâché 3 ans à me cacher derrière ces murs de verre. » Il se retourna, et Camille vit des larmes non versées briller. « Je voudrais vous offrir le poste d'assistante exécutive. Un salaire de 4 200 €, un horaire flexible, une mutuelle complète, incluant les ayants droit. » Le cœur de Camille s'emballa. C'était plus du triple de ce qu'elle gagnait. Elle pourrait quitter Saint-Denis, inscrire Léonie dans une meilleure école, peut-être même économiser pour l'université. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle, ayant besoin de comprendre. « Il doit y avoir des personnes plus qualifiées. » Étienne se rassit, cette fois plus proche. « Parce qu'en 10 secondes sur le trottoir, vous avez montré plus d'humanité que je n'en ai vu en 3 ans dans ce bureau. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle qu'il y a une vie au-delà de ces chiffres et de ces contrats. » Il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, quelque chose que Camille ne parvenait pas à déchiffrer, mais qui lui nouait l'estomac. Elle accepta. Comment ne pas accepter? Mais des conditions furent établies. Professionnalisme absolu, pas de favoritisme, elle prouverait sa valeur. Étienne acquiesça, un demi-sourire apparaissant pour la première fois. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Hélène, l'ancienne assistante, forma Camille avec une efficacité glaciale, clairement empreinte de ressentiment face à son remplacement. Les regards au bureau oscillaient entre l'envie et la spéculation. Marine, des services financiers, fut directe. « Attention, il n'a jamais surmonté la mort de sa famille. Vous pourriez n'être qu'un pansement émotionnel. » Mais Camille ignora les commentaires, se concentrant sur son travail. Elle réorganisa l'agenda chaotique d'Étienne, mit en place un système qui accrut sa productivité de 30% et régla des conflits entre départements avec une diplomatie naturelle. Lentement, le bureau commença à la respecter pour son propre mérite. Étienne maintenait une distance professionnelle, mais parfois, elle le surprenait à l'observer avec cette expression indéchiffrable. Il parlait de travail, mais entre les lignes, il y avait quelque chose de plus. Dans la manière dont il s'enquérait de Léonie, comment il déposait des chocolats suisses dans son tiroir sans un mot, comment il avait commencé à sourire davantage. 6 semaines plus tard, tout changea. Léonie eut une grave crise d'asthme à l'école. Camille reçut l'appel pendant une réunion importante avec des investisseurs chinois. Avant qu'elle ne puisse s'excuser, Étienne avait déjà pris les clés. « Allons-y », dit-il simplement. « Quel hôpital ?» Dans la voiture, tandis que Camille tremblait d'inquiétude, il conduisait calmement et parlait des crises d'allergie de Juliette et combien la peur de perdre un enfant était paralysante. Quand ils arrivèrent à l'hôpital Saint-Louis, il ne se contenta pas d'attendre. Il resta à ses côtés, lui tenant la main lorsque le médecin expliquait le traitement. « C'était un idiot », répondit Étienne avec une conviction qui la surprit. « N'importe quel homme qui abandonne une femme comme vous et un enfant… » Il s'interrompit, réalisant ce qu'il disait. Le silence qui s'ensuivit fut chargé d'une tension non résolue. « Comme moi ?» demanda Camille, la voix presque à murmure. « Vous ne me connaissez même pas vraiment. »
Étienne se tourna pour lui faire face, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, tout son masque professionnel tomba. « Je sais que vous vous arrêtez en pleine rue pour secourir des inconnus. Je sais que vous partagez votre déjeuner quand quelqu'un n'a pas d'argent. Je sais que vous chantez doucement quand vous pensez que personne n'écoute. Je sais que vous dessinez des fleurs dans les marges des rapports quand vous êtes nerveuse. Je sais que vous pleurez dans les toilettes quand les factures s'accumulent, mais que vous ne vous plaignez jamais, jamais. Vous m'observez, ce n'était pas une question. Depuis le premier jour, admit-il, j'ai essayé de ne pas m'impliquer, de garder mes distances. Mais Léonie s'agita dans le lit, marmonnant quelque chose à propos de licorne, brisant l'instant. Mais la confession resta suspendue dans l'air, telle l'électricité précédant l'orage. Les jours suivants, quelque chose de fondamental changea entre eux. Leurs regards s'attardaient un instant de plus, les contacts accidentels semblaient brûler, les conversations professionnelles déviaient toujours vers le personnel. Un après-midi, alors qu'elle révisait des contrats dans son bureau, Camille trouva une étagère ouverte par accident. À l'intérieur, des dessins d'enfants, une poupée de chiffon, un cadre photo posé face contre terre. Quand elle leva les yeux, Étienne se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage masqué par la douleur. « C'était elle, dit-il simplement. Juliette, elle avait l'âge de Léonie. » Camille se leva, traversa la pièce et fit quelque chose d'impensable. Elle l'étreignit. Il resta raide un instant, puis s'effondra, 3 années de larmes retenues, trouvant enfin une voie d'évacuation. Mais tout n'était pas que confession et proximité croissante. Marc Lefebvre, humilié et rétrogradé après l'incident, commença à propager des rumeurs, que Camille avait séduit Étienne, qu'elle était une croqueuse de diamants, qu'elle le manipulait dans son moment de fragilité. Les commentaires parvinrent au conseil d'administration. Régis Dubois, le vice-président, convoqua une réunion extraordinaire. « Étienne, nous devons parler de votre assistante », commença-t-il, choisissant ses mots avec précaution. « Des inquiétudes subsistent quant à la nature de votre relation. » Étienne explosa comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Ma vie privée ne regarde personne dans cette entreprise. » Mais Régis insista. « C'est lorsqu'elle affecte l'image du groupe Deschamps. Les investisseurs posent des questions. Une mère célibataire, sans formation supérieure, subitement promue. » L'insinuation était limpide. Étienne se leva, signifiant la fin de la conversation, mais le mal était fait. Ce soir-là, Camille trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une lettre de mutation pour la filiale de Lyon, avec une augmentation substantielle, une promotion déguisée en exil. « C'est pour ton bien », dit Étienne lorsqu'elle le confronta, évitant son regard. « Les gens parlent. Cela pourrait nuire à ta réputation, à l'avenir de Léonie. »« Et que veux-tu, toi » demanda-t-elle, la voix tremblante de colère et de blessure. « Ce que je veux n'importe pas, » répondit-il, mais ses mains tremblaient. « C'est donc ça, tu me jettes à la première pression ?» Camille retint ses larmes. « Je te croyais différent. » J'ai quitté la pièce en claquant la porte, laissant Étienne seul avec sa lâcheté. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que Marc Lefebvre avait enregistré toute la conversation, préparant son coup final de vengeance. 3 jours s'écoulèrent dans un silence absolu. Camille préparait son déménagement. Léonie pleurait sans comprendre pourquoi elle devrait quitter Paris. Étienne s'enferma dans son bureau, plus distant que jamais. C'est alors que la vidéo fut divulguée. Marc, dans son désespoir vengeur, avait monté l'enregistrement de la conversation privée entre Étienne et Camille, manipulant le contexte pour faire croire qu'elle le faisait chanter émotionnellement. Il l'envoya à tous les emails de l'entreprise et à 3 blogs de potins corporatifs. En quelques heures, c'était le scandale du mois dans le monde des affaires français. Camille arriva au travail le lendemain matin, accueillie par des regards de dégoût et des murmures. Quelqu'un avait collé un mot sur son bureau. Opportuniste. Elle était en train de prendre ses affaires pour partir quand Étienne apparut au milieu de l'open space. Jamais elle ne l'avait vu si furieux. « Écoutez-moi tous », sa voix résonna dans tout l'étage. «
Marc Lefebvre a falsifié des preuves et sera poursuivi au pénal et au civil. Quant à vous, il regarda autour de lui, qui avait été si prompt à juger une femme intègre sur la base de rumeurs. Sist. Mais Camille l'interrompit. « Non, dit-elle, surprenant tout le monde. Ne fais pas ça pour moi. Je n'ai pas besoin de sauveur. » Elle se tourna vers ses collègues. « Oui, je suis pauvre. Oui, j'habite en banlieue. Oui, je suis mère célibataire. Et oui, je suis tombée amoureuse de mon patron. Mais jamais, jamais je n'ai utilisé cela pour obtenir quoi que ce soit. Chaque réussite ici a été le fruit de mon travail. » Elle attrapa la boîte contenant ses affaires. « Vous pouvez garder vos commérages. Moi, je garde ma dignité. » Elle commença à marcher vers l'ascenseur quand Étienne prit la parole. « Moi aussi, je suis tombé amoureux. » Le bureau entier se figea. « Je suis tombé amoureux d'une femme qui m'a appris à vivre à nouveau, qui m'a montré que la force n'est pas de ne pas ressentir la douleur, mais de continuer malgré elle. » Hélène, son ancienne assistante, fut celle qui rompit le silence. Elle venait de rentrer de congé maternité et avait tout vu. « Pour l'amour de Dieu, dit-elle à voix haute, j'ai travaillé avec Étienne pendant 5 ans. Je ne l'ai jamais vu sourire avant l'arrivée de Camille. Si ce n'est pas une preuve suffisante qu'elle a apporté quelque chose de bon dans sa vie, vous êtes tous aveugles. » La réceptionniste commença à applaudir. Gérard, le gardien, la rejoignit. Bientôt, la moitié du bureau applaudissait, tandis que l'autre moitié se retirait, gênée. Mais le véritable test survint 2 jours plus tard. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Soit Étienne se distanciait publiquement de Camille, soit il perdrait la présidence de sa propre entreprise. « C'est simple, » expliqua froidement Régis Dubois. « Les investisseurs ne font pas confiance à un leader qui prend des décisions émotionnelles. » Étienne regarda autour de la table, vers des hommes qu'il connaissait depuis des décennies. « Alors, vous voulez que je choisisse entre la femme que j'aime et l'entreprise que j'ai bâtie ? » « C'est pour le bien du groupe Deschamps, » insistèrent-ils. Étienne se leva, retira l'insigne de président de son blazer et le posa sur la table. « Alors, bonne chance pour trouver un autre idiot qui travaille 18 heures par jour pour vous enrichir. » Il quitta la pièce sous des protestations choquées, prit l'ascenseur et se rendit directement à Saint-Denis. Il trouva Camille en train d'emballer des cartons dans le petit appartement, Léonie dessinant tristement dans un coin. « Que fais-tu ici » demanda Camille, le cœur battant la chamade. « Je choisis de vivre » répondit-il. « J'ai démissionné, l'entreprise, le poste, tout. Cela ne vaut rien sans vous. »« Tu as perdu la tête ? C'était ton héritage, ta vie » protesta Camille. Étienne s'agenouilla d'abord devant Léonie. « Salut, princesse. Et si on ne déménageait pas à Lyon et qu'on cherchait plutôt une nouvelle maison ici à Paris, avec un jardin pour que tu puisses jouer ?» La petite fille regarda sa mère, pleine d'espoir. Puis, il se tourna vers Camille. « J'ai passé 3 ans mort à l'intérieur. Tu m'as ramené à la vie. J'ai suffisamment d'argent investi pour que nous vivions confortablement le reste de notre vie. Mais plus important encore, je suis certain de vouloir vivre ce reste à tes côtés. Si tu m'acceptes ?» 1 an plus tard, la manchette du journal local était différente. Étienne Moreau inaugure une fondation d'entrepreneuriat social en partenariat avec son épouse. La fondation Nouveau Départ aidait les femmes en situation de vulnérabilité à obtenir une qualification et un emploi. Camille dirigeait les programmes éducatifs, tandis qu'Étienne s'occupait des finances. Léonie, désormais dans une école qui stimulait son talent artistique, avait 2 parents lors de ses spectacles. Le père biologique réapparut, honteux, fut poliment éconduit. 5 ans plus tard, par une matinée pluvieuse, identique à celle de leur première rencontre, Camille se réveilla dans la maison du 8e arrondissement qu'ils avaient achetée ensemble. Non pas l'ancien penthouse froid d'autrefois, mais un foyer rempli de dessins de Léonie au mur, des jouets du petit Théo, âgé de 2 ans, éparpillés sur le sol, et l'odeur du café qu'Étienne préparait chaque matin. Le groupe Deschamps, sous la gestion de Régis Dubois, avait perdu 3 contrats majeurs et 40% de sa valeur marchande.
Marc Lefebvre fut condamné pour falsification et avait perdu son accréditation professionnelle. Étienne enlaça Camille par derrière, tandis qu'elle regardait la pluie tomber par la fenêtre. « Tu te souviens de ce que tu as dit ce jour-là à l'hôpital, que je ne te connaissais pas vraiment ?»« Je m'en souviens, sourit-elle. Tu avais raison, je ne te connaissais pas, je ne connaissais que la surface. Il a fallu tout ce temps pour découvrir ta vraie force, ta capacité à me faire croire aux secondes chances. » De la chambre, Léonie cria que Théo s'était réveillé. La vraie vie appelait, imparfaite et bruyante, et absolument parfaite dans son imperfection. Camille pensait parfois à cette matinée fatidique, quand elle avait choisi de s'arrêter pour aider un inconnu, même en connaissant les conséquences. Si elle avait continué son chemin, elle serait encore piégée dans son cycle de survie. Étienne serait toujours perdu dans sa forteresse de verre et de solitude. Léonie n'aurait pas la famille dont elle avait toujours rêvé. Par un choix de compassion, en une matinée pluvieuse, 2 familles brisées avaient trouvé le chemin pour se reconstruire en une seule. Et tandis que la pluie continuait de tomber sur Paris, à l'intérieur de cette maison, l'amour prouvait une fois de plus que les vrais miracles se produisent lorsque nous choisissons, même contre toute logique, de s'arrêter et de tendre la main à ceux qui en ont besoin.